C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF. Au sommaire de cette édition, réaction du mouvement Appel des Patriotes suite à l'échec du dialogue politique Togo Télécom 2. Fulbert Atisso dénonce ce qu'il appelle une absence de rapport de force au sein de l'opposition parlementaire. Violence faite aux femmes en milieu hospitalier au Togo, un sujet au cœur des discussions mardi à Lomé. L'ONG La Colombe suscite les débats à travers la réalisation d'un court-métrage sur la prestation des soins de santé dans nos hôpitaux. L'actualité à l'étranger, c'est une véritable chasse à l'homme en Corée du Sud. Les autorités du pays traquent le propriétaire présumé du navire qui a fait naufrage en avril dernier. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. Comment expliquer l'échec du récent dialogue politique au Togo? Selon le mouvement Appel des Patriotes, les raisons résident dans ce qu'il qualifie d'absence de rapport de force au sein de l'opposition parlementaire au Togo. Fulbert Atisso était ce mercredi face à la presse. Des précisions avec Roger Aménian. Au mouvement L'Appel des Patriotes, l'heure est à l'analyse une semaine après le fiasco du dialogue politique interparlementaire. Ce dialogue, censé être le point de départ des réformes constitutionnelles et institutionnelles, a accouché d'une souris à cause de certains manquements en amont selon ce mouvement. D'abord, l'absence de rapport de force au niveau de l'opposition parlementaire. Ensuite, l'insuffisance de réflexion anti-dialogue au niveau même de cette opposition. Pour l'appel des patriotes, les travaux au sein du CPDC rénové devraient être un acquis et donc le soubassement des autres points à mettre à l'ordre du jour de ces discussions. Enfin, l'épineuse question de la facilitation. Le médiateur ou le facilitateur doit être capable à un moment donné de dire la vérité, de dire « moi je comprends le contexte, vous, pour que le pays marche, vous devez céder sur ce point ». Et il s'impose. Mais avec Monseigneur Bariga, nous avons eu plutôt affaire à un diplomate qui avait même du mal à nous dire ce qui se passe réellement au dialogue. Il marchait tout le temps sur le fil du rasoir. Il ne veut pas frustrer un camp. Normalement, ce n'est pas de cette facilitation que le Togo a besoin parce que le Togo est un pays compliqué. Ce rôle de facilitateur, on devait le confier à un ancien chef d'État. Conséquence, les parties prenantes se sont débrouillées à se mettre d'accord sur tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire la limitation du mandat présidentiel avec effet immédiat et l'adoption d'un mode de scrutin à 2 tours. Des points talons d'Achille du parti au pouvoir qui, à entendre l'appel des patriotes, n'envisage aucune réforme se référant à l'accord politique global, à l'accord RPT-UFC, puis aux recommandations de la CVGR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le mouvement semble trouver la panacée. Au lieu que l'opposition végète dans la résolution de l'équation dont l'inconnu reste le semblant de dialogue, elle doit plutôt prendre l'initiative de dynamique unitaire. Il faut que nous ayons forcément un candidat unique de l'opposition. Ceux qui ont des ambitions au sein de l'opposition, qui veulent coûte que coûte se représenter ou bien se présenter à l'élection présidentielle de 2015, doivent revoir à la baisse leurs prétentions et leurs ambitions et faire en sorte que l'opposition ait un seul candidat face au Parti Unir en 2015. Pour nous, il ne faut plus perdre le temps pour demander des réformes. Les 2 grands blocs de l'opposition doivent prendre l'initiative de la dynamique unitaire et non d'attendre un nouveau dialogue du Parti Unir qui pour nous ne donnerait rien. Mais pour nous, la dynamique unitaire ne s'arrête pas au CSTEA Arc-en-Ciel. Raison pour laquelle le mouvement entend mener des actions sur le terrain en vue de tenter de réparer l'irréparable avant la tenue du scrutin présidentiel prévu au premier trimestre 2015. L'actualité sur tout un autre plan, violence faite aux femmes en milieu hospitalier au Togo, un défi à relever. C'est le titre d'un film documentaire réalisé par l'ONG La Colombe. Les responsables de cette organisation suscitent le débat afin que cessent ces pratiques à l'endroit des femmes. Le film a fait l'objet mardi de discussions au cours d'un atelier à Lomé. Gloria Anani, Samuel Niaoui. Éveiller les consciences et lancer le débat sur les violences faites aux femmes en milieu hospitalier,
C'est ce à quoi servira ce film documentaire. Violence faite aux femmes en milieu hospitalier, un défi à relever. Un court-métrage produit par l'ONG La Colombe. Le titre, c'est la violence faite aux femmes en milieu hospitalier, mais c'est plus orienté vers la maternité. C'est vrai, c'est pas tous les professionnels de santé qui commettent ces actes de violence sur les femmes, mais il faudrait en parler parce que c'est une question de santé et c'est la santé maternelle. De très longtemps, ça a été occulté, on le dit entre nous, bon, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, mais on n'a jamais mené un débat autour. Durant cet atelier, ces associations et ONG spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes ont réfléchi et échangé sur les voies et moyens pour faire de ce court-métrage un véritable outil de sensibilisation. Le film validé, les recommandations des uns et des autres y seront aussi intégrées dans l'avenir. L'atelier a demandé qu'on puisse revoir certaines parties au niveau du contexte et puis associer beaucoup plus l'association des sages-femmes qui fait déjà un travail remarquable sur le terrain. Des enquêtes ont révélé que les violences faites aux femmes en milieu hospitalier sont de plus en plus fréquentes. L'ONG La Colombe a en perspective plusieurs actions pour la réduction de ces pratiques en vue d'une meilleure prise en charge des femmes dans les services de santé. La suite de cette édition avec ce don d'équipement mardi dans la préfecture des Lacs. C'est du matériel médico-technique offert aux structures sanitaires. C'est un geste de gratitude du député Gagou à l'endroit de sa circonscription électorale. Mathieu Gaye. Environ 17 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce don de matériel médico-technique et consommable destiné aux 17 formations sanitaires des 8 cantons de la préfecture des Lacs. C'est une action qui s'inscrit dans un vaste programme que le député Gagou, avec l'aide de l'association Picardie Togo basée en France, enclenche vers les populations qui ont porté leur choix sur lui lors des dernières législatives de juillet 2013. Vous savez très bien que le scrutin qui nous a rassemblés aux élections de juillet 2013 était un scrutin de liste et la prise en compte aussi des préfectures qui sont regroupées. Et j'ai commencé par poser les actes en commençant par cette préfecture. L'association Picardie Togo, qui a pour résidence en Europe, a eu le courage de nous aider dans ce sens vu les apports que nous avons portés à leur niveau. Donc, si aujourd'hui on est ici, c'est pour venir remettre les matériels à la préfecture des Lacs et à ses périphéries pour que nous puissions les contrôler pour un bon usage. Pour le représentant du directeur du district sanitaire des Lacs, ce don est venu à point nommé car multiples sont les difficultés auxquelles fait face le personnel soignant dans l'exécution de son métier. Je crois que dans nos formations sanitaires, il y a certaines structures où les femmes enceintes accouchent et dorment à même le sol parce qu'il n'y a pas de lit. Je crois que ces dons qui nous sont donnés viennent quand même renforcer l'équipement existant au niveau de nos structures sanitaires et je crois que c'est très salutaire. Ces lits, potences, fauteuils roulants et autres vont être distribués pour combler les vides dans les centres de santé pour que les populations à la base bénéficient des soins adéquats pour le plaisir des premiers gouvernants. Je ne peux que remercier le gouvernement, le Parlement et puis le député M. Gakou de ce qu'il nous a donné ici à l'hôpital d'Aneho. Et puis c'est une grande joie pour nous. Et ensuite, on est en joie pour ce qu'il nous a fait. Cette action n'est que la première d'une série d'actions que l'honorable enclenche ici dans la préfecture des Lacs. L'actualité à l'étranger, les autorités sud-coréennes traquent le propriétaire présumé du navire qui a fait naufrage en avril dernier. L'homme est en cavale, des milliers de policiers sont déployés. La présidente sud-coréenne ne cache pas son impatience.
6 000 policiers pour un seul individu. La traque de M. Yu, propriétaire du ferry qui a fait naufrage en avril dernier, se poursuit. Un raid ce matin au sud de Séoul dans cette propriété, abritant l'église baptiste évangéliste, mouvement religieux créé par le milliardaire et soupçonné de le protéger. Les membres de la secte tentent de faire barrage sur leur bannière des messages de soutien. Malgré l'arrestation de plusieurs des adeptes, l'homme est toujours introuvable, de quoi exaspérer la présidente sud-coréenne qui, la veille, n'avait pas caché son impatience. C'est inadmissible que Yu Bing-hoon n'ait pas encore été capturé. La police doit revoir sa stratégie et chercher tous les moyens possibles pour qu'il comparaisse en justice. Déclaration alors que débutait le procès des membres de l'équipage du Seawall. Le pays reste sous le choc, près de 300 morts et disparus dont une majorité de lycéens. Une tragédie qui a un visage, celui de Yu Bing-hoon. Le dossier d'accusation désigne sa famille, propriétaire du ferry, comme coupable. La fille du milliardaire a été arrêtée à Paris fin mai. Une famille accusée de pots de vin, détournement de fonds, mais aussi de laxisme en matière de sécurité. Le père, 72 ans, homme d'affaires, gourou, photographe amateur et mécène de prestigieux musées à Paris notamment, reste l'homme le plus recherché du pays. 364 000 € ont été promis à celui qui permettra son arrestation. Les insurgés islamistes gagnent du terrain en Irak. Les autorités du pays se montrent impuissantes face à la situation. Après la chute de Mossoul, ce sont plusieurs milliers de civils qui sont dans la rue. 500 000 déplacés en à peine quelques jours selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ces hommes, femmes et enfants fuient Mossoul, de nouveau entre les mains des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. En s'emparant de la ville, les djihadistes sunnites étendent un peu plus leur influence en territoire irakien et syrien et confirment l'impuissance d'un gouvernement irakien miné par ses clivages confessionnels. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a lui-même reconnu l'incapacité des autorités. Il appelle les civils à s'armer pour combattre les insurgés. À Bagdad, la capitale, les réactions se partagent entre volonté d'aider le gouvernement et colère contre la défaillance des autorités. Les Irakiens doivent prendre réellement et sérieusement position parce que les terroristes contrôlent maintenant des zones entières dans la plupart des provinces de Ramadi à Samara en passant par Mossoul. La chute de Mossoul, notre deuxième plus grande ville du pays, indique que nos forces de sécurité sont faibles, incapables de contrôler les terroristes. Mossoul est tombé en 2 heures malgré les millions de dollars investis dans l'armée. L'ONU s'inquiète. Les États-Unis évoquent une menace pour la stabilité de toute la région. Mais le Pentagone estime qu'il appartient au gouvernement irakien de faire face. Quant aux humanitaires, leur regard se tourne vers les victimes, celles restées à Mossoul, blessées et privées de soins, et ces hommes et femmes qui ont fui avec des réserves d'eau et de nourriture insuffisantes. La Colombie se prépare pour le second tour de l'élection présidentielle. La campagne électorale a été largement dominée par la fin du conflit armé avec les FARC. À quelques jours du scrutin, le gouvernement colombien annonce un deuxième processus de paix. En 1990 et 2002, il y a déjà eu 2 tentatives de discussion entre le ELN et le gouvernement colombien. La troisième pourrait bien être la bonne, tant le contexte semble favorable pour le gouvernement colombien et la deuxième guérilla de Colombie après les FARC. Le gouvernement et le ELN ont commencé une phase exploratoire de discussion en janvier dernier, après une série de réunions en 2013. L'objectif de cette phase est de définir un calendrier et un processus qui puisse mettre fin au conflit. Dans un communiqué commun, gouvernement colombien et ELN annoncent l'ouverture d'un processus de paix officiel, sur le modèle de celui lancé avec les FARC depuis 1 an et demi. Depuis 1963, l'ELN est surtout présente dans le nord de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela, 2500 combattants, plus castristes que marxistes, contrairement aux FARC. La perspective en tout cas d'une paix totale pour la Colombie, évoquée désormais avec les 2 guérillas. Un processus de paix qui inclut les FARC, l'ELN est la meilleure garantie pour le pays.
Que ce conflit finisse pour toujours et ne se répète jamais. L'annonce de nouvelles discussions avec le LN intervient 5 jours avant le deuxième tour de la présidentielle colombienne entre le sortant Juan Manuel Santos et le candidat conservateur Oscar Zuluaga, opposé au dialogue avec les FARC. Sport, football dans cette édition avec la 4e édition du championnat scolaire au Togo. La compétition a pris fin mardi avec le sacre du CG et Lavagnon chez les filles et celui du lycée de Mango chez les garçons. Les précisions avec Apolline Abaki. Ce sont les différentes équipes féminines et masculines de la phase finale de la 4e édition du championnat scolaire et universitaire du Togo. Et c'est sous le signe de la promotion des valeurs citoyennes que cette 4e édition s'est déroulée. Une manière de célébrer les valeurs universelles telles que la solidarité, la tolérance et l'esprit d'équipe. Après les cérémonies d'ouverture, 2 demi-finales ont été disputées entre le lycée Nassablé de Dapon, le CG Lavagnon, le lycée Tchamba et le complexe scolaire Folie Bébé de la région maritime.